D'abord, merci à vous tous de votre présence nombreuse au-delà de toutes mes prévisions ou de mes espoirs. Il ne s'agissait, entre guillemets, que d'un Conseil national extraordinaire et nous voilà pratiquement dans la configuration d'un congrès, ce qui prouve l'importance de votre appétit et je dois vous dire aussi ce qui nous rembourse en termes de bonheur, le temps passé à travailler, c'est naturellement la moindre des choses. Avant de commencer à vous expliquer comment nous fonctionnons, je voudrais publiquement remercier quelques personnes sur qui nous nous appuyons et sur qui nous voulons continuer à nous appuyer. D'abord parce que vous les connaissez sans réellement qu'ils soient des figures publiques. Ils développent un travail extrêmement présent, extrêmement intéressant. En tout cas, sans eux, moi, je ne saurais fonctionner. Il y a l'équipe rapprochée autour d'Hervé, conduite aujourd'hui par François-Xavier Priolo, Alexandre Fontana, Véronique Bucaille et quelques autres qui me pardonneront de ne pas les mettre dans le bon ordre. Philippe et moi, qui conduisons dans une sorte de tandem ces actions à la fois dans nos responsabilités de mandat, mais surtout dans l'organisation du projet et dans le temps passé à ausculter la société française, je vous dirai pourquoi dans un instant, je voudrais dire que nous avons là un travail de pleine journée et de moitié de nuit. Hervé d'ailleurs lui-même, et c'est ce qui me donne beaucoup de plaisir s'y implique, parce que j'ai horreur des politiques qui parlent de tout, n'écoutent personne et ne savent pas grand-chose. Et je peux vous dire que je suis dans un ensemble de gens qui ont un comportement modeste, mais qui passent une partie très importante des jours et des semaines à écouter ceux qui savent, à aller vérifier sur le terrain ceux qui font et à essayer ensuite d'élaborer une action. Cette auscultation de la société française, mesdames et messieurs, devrait nous mener plus loin que l'éternel bagou des éternels vendeurs, des éternels préaux, des éternelles campagnes. Mesdames et messieurs, il vous en aura fallu du talent et de l'ardeur, de la foi aussi, pour survivre à deux phénomènes aussi contraignants et, je dirais, difficiles à vivre que ceux que nous supportons. D'un côté, le vieillissement de notre pays qui n'a pas trouvé dans quelques hommes d'État le courage de réformer quand ça n'était pas coûteux et qu'il en était temps, accroché à l'énarchie jacobine, à une France qu'on ne veut pas faire changer, ça, c'est le modèle qui, hélas, a pris un tel coup de vieux que la droite républicaine classique et la gauche égalitariste fossilisée s'y cramponnent et ne veulent pas la changer. Il vous en aura fallu aussi du talent pour résister au grand bazar des égos, qui au fond était une sorte d'alibi de ce jacobinisme forcené, chacun étant dans sa position, la moissonneuse, faucheuse, batteuse passant avec les deux partis pour récolter l'essentiel, et la machine à égo, le tout à l'égo, récoltant ce qui restait. Et en effet, on a récolté. Ce temps-là doit être fini car la société, chers amis, a changé. Elle a changé. Contre vents et marées, aujourd'hui, nous voici rassemblés dans le parti le plus structuré du centre. Le centre, ça n'est pas l'équivalence à égale distance des points de nulle part. C'est une exigence moderne et curieuse de gens qui sont suffisamment déterminés dans leur recherche, mais qui n'ont pas cette insupportable arrogance des voitures à cocarde quand il n'y a personne dans les voitures, et des motards même pour accompagner ce vide qui suffit aujourd'hui car la société n'en veut plus. Le nouveau centre. Non, c'est pas vrai, je n'avais pas écrit mes formules. Mais non, Sophie, je te dis que non. Le nouveau centre n'est pas aujourd'hui une sorte de construction refuge. Elle a été d'abord sous les lazis, sous la colère, la haine, la jalousie de nos anciens frères d'armes, parmi lesquels il y avait une bonne sœur,
Ah, il y a des connaisseurs dans la salle. Ou alors il y a sa famille. Ça n'était pas ce point négatif, c'était le raisonnement logique de gens courageux qui ont décidé de ne pas trahir leurs électeurs et de ne pas trahir leurs alliances. Et croyez-moi, dans ce bombardement de lignes Maginot qui n'était pas à Verdun mais dans le Béarn, il fallait du courage. Il fallait du courage. Je sais de quoi je parle, j'ai rejoint le Nouveau Centre quelques mois plus tard. Et qu'est-ce que j'ai vu? Que tous les prémices d'une organisation structurée étaient déjà en place. Que malgré les bombardements d'abord d'obus puis ensuite de petites fléchettes fatiguées, la construction s'avançait. Et aujourd'hui, le Nouveau Centre, c'est le parti le plus structuré du centre. Il a des élus dans toutes les chambres nationales ou internationales. Il a, et vous êtes la représentation active, maintenant quelques 16, 17 ou 18 000 militants, je ne sais pas trop si je les compte de façon juste, et surtout, je le vois à raison de 2 déplacements par semaine. Hier soir encore chez Damien, 400 personnes à Château-Gaillard. Capitale de quoi? Capitale de Damien. Capitale de Damien. Et alors qu'il faisait un froid de canard et que la télévision offrait, comme chaque soir, comme vous le savez, ces programmes somptueux et intellectuels, propres à fixer les gens dans les foyers. Le Nouveau Centre, non, on a fini de rigoler maintenant. C'est marrant, quand je dis ça, tout le monde rit. Sérieusement parlant, le Nouveau Centre aujourd'hui peut avoir l'orgueil et la simplicité laborieuse qui va avec, de faire toutes les offres que vous avez entendues ces derniers mois. Offre de construire un projet, offre d'ouvrir grand les portes du rassemblement, offre enfin de prétendre à faire infléchir les politiques de la République, car la République, elle est d'abord la nôtre, autant que celle de ceux qui ont fait les nids de coucou à l'intérieur depuis maintenant plus de 50 ans. Alors, pourquoi faut-il que le centre propose un projet et pourquoi faut-il qu'il soit leader en termes de propositions? Nous n'avons aucune revendication, je dirais, de prédominance en matière de rassemblement des différentes chapelles éclatées sous le bombardement de l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fut notre candidat en 2007 à l'UDF. Pourquoi? Mesdames et messieurs, pour quelque chose qui vous ressemble intimement, car sinon vous ne seriez pas là depuis de si nombreuses années, et pour les jeunes que je vois, car je les vois beaucoup, travailler, ils ne seraient pas là s'il n'y avait pas quelque chose de plus que l'appétit classique ou le bonheur chaleureux d'être ensemble. C'est que la crise de l'Europe, c'est que la crise de la France et les nouvelles aspirations de notre société nous appellent à 2 démarches parallèles. La première, il s'agit de réfléchir et de proposer un projet qui soit moderne et où, je le dis clairement, ce que Jérémy a dit tout à l'heure nous convient si bien, les jeunes générations dont Hervé Morin, par ailleurs, sera le porte-parole dans le débat et le projet qui voudra combattre dans la présidentielle, ces jeunes générations doivent venir nous rejoindre pour travailler avec nous dès ce printemps 2011. Nous devons aussi non seulement réfléchir et proposer un projet qui soit adapté à la société moderne, mais nous devons être ceux qui, avec force et raison, avec, je dirais, tempérance et obstination, nous devons être utiles à la France qui ne va pas bien et nous devons être utiles à l'Europe qui en a bien besoin. Pour cela, il faut élargir et il faut protéger les libertés dont nous avons besoin pour que cette société soit adulte, courageuse, responsable et respectée. Nous devons développer la reconnaissance des métiers, la reconnaissance des groupes. Nous devons développer et faire respecter, faire reconnaître les individus dans ce qu'ils apportent à la construction de leur patrie, de leur pays et de l'ensemble européen dont ils sont indissociablement membres.
Nous devons aussi inciter au développement de la croissance. Nous sommes en retard, nous ne nous en sortons pas. Et n'espérez pas, mesdames et messieurs, qu'il y aura une once de réforme sérieuse si nous ne nous mettons pas à faire un grand coup de balai dans tout ce qui freine l'organisation de la croissance dans notre pays, c'est-à-dire un jacobinisme au carré qui est devenu insupportable et extrêmement coûteux, plus une grande confusion dans l'organisation des pouvoirs qui consiste à superposer des galettes sur des galettes sur des galettes, ou niche au hasard, au accent circonflexe hasard, les mêmes élites sorties des grandes écoles qui n'ont pas beaucoup de goût pour aller se frotter à la vie réelle, je le constate. Nous devons aussi faire reposer notre projet sur un impôt et une protection sociale qui soient justes et qui soient justement répartis. J'entends des choses qui sont vraiment d'une dangerosité incroyable en ce qui concerne ce sujet. Ceux qui veulent nous faire sortir de l'Europe, est-ce que quelqu'un va leur dire une chose assez simple, que j'ai d'ailleurs montré hier soir dans le public de Damiens? D'accord, quittons l'euro. Les heures de travail nécessaires pour gagner ce billet de 50 €, vous savez comme moi ce qu'il en restera si nous sortons le lendemain matin. Un bon tiers en moins. Le même effort que pour en avoir 50, mais vous en aurez maintenant une trentaine. Alors ceux qui veulent, à force de nationalisme gourmand et surtout de mensonges, même parfumés en Chanel, même habillés à la mode moderne, même sortant le matin de chez le coiffeur des dames, ce sont les mêmes idées extrêmement dangereuses, et voici une des applications. Pour l'autre, c'est simple. Dans un pays qui vend plus de 45% de son exportation dans l'enceinte européenne, lesquels d'entre vous veulent que nous quittions l'Europe, ce qui veut dire à peu près 30 à 35% de chômage le lendemain matin, car vous ne croyez tout de même pas qu'un pays qui quitterait l'Union réussirait à vendre ses produits à l'intérieur des autres pays membres de l'Union. Voilà ce qu'il faut dire à la dame des préaux et des caméras que tout le monde semble aimer beaucoup en ce moment. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous voulons l'Europe. Voilà pourquoi nous voulons même une Europe fédérale. Nous voulons une Europe fédérale parce que l'Europe des gouvernements a échoué. Elle a échoué parce qu'elle n'a pas résolu deux grands types de questions. Tout ce qui est de l'ordre de la gouvernance économique, de la discipline financière, du contrôle monétaire et enfin d'une meilleure répartition ou organisation des rapprochements fiscaux, je le dis en regardant Charles dans les yeux, car c'est un spécialiste de ces questions que nous respectons. Tout ce qui n'est pas fait dans cette affaire-là nous mènera droit dans le mur, car j'entends dire qu'un gouvernement économique nuirait à l'indépendance de la monnaie. Mais est-ce que les illettrés économiques ont-elles voix au chapitre dans ce pays pour dire des choses pareilles? Croyez-vous un instant que la Réserve fédérale américaine, qui est l'équivalent de notre banque centrale, mène une politique monétaire qui soit contraire au gouvernement économique des États-Unis, qui soit néfaste à l'exportation permanente de son déficit depuis le 15 août 1971, qui soit contraire à ses intérêts commerciaux non remboursés dans le monde, ses investissements je veux dire, enfin, et qui soit contraire même à sa puissance militaire? Naturellement non. La Réserve fédérale fait la monnaie de la politique économique américaine. Pourquoi nous, Européens, avons ces pudeurs? Pourquoi ne le faisons-nous pas? Parce que nous sommes trop faibles et que nous avons refusé, quand il en était temps, autour de Maastricht, un gouvernement fédéral régalien pour les fonctions régaliennes, et seulement celle-là, seulement celle-là. Pas la taille des filets de pêche, pas la taille des écailles de poisson, pas la longueur des queues des vaches des élevages européens, non, mais les frontières, la politique économique, une politique de protection civile européenne contre les inondations, les incendies, les tremblements de terre que nous avons sur notre sol, le Portugal, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Allemagne, la Pologne en ce moment, etc. Que faisons-nous? Une politique de défense structurée pour défendre nos frontières et la paix à l'intérieur, et par-dessus tout une réserve énergétique et quelques autres politiques, et seulement celle-là. Et pour le reste, nous devons être, nous les centristes, les initiateurs d'une nouvelle forme de pensée européenne qui est assez simple à imaginer.
Bien sûr, la pensée des fondateurs est toujours vivante, mais ça n'est plus par ce biais-là qu'il faut regarder l'utilité et la nécessité de l'Europe. C'est par la mondialisation. Autrement dit, nous devons construire un ensemble européen avec une autorité politique sur l'essentiel et une délégation forte de subsidiarité forte aux États nationaux afin de peser dans la mondialisation et aussi de couper l'herbe sous les pieds à tous ceux qui vendent de la peur devant les urnes au motif que l'Europe est compliquée, technocratique et je ne sais quoi. Là-dessus, sur ce sujet, il faut se mettre debout et obliger les dirigeants nationaux, car c'est là que ça se passe, à prendre des décisions qui les dépassent et les transforment. Au miracle, en hommes d'État en Europe, il n'y en a pas tellement. Notre projet tel qu'il fonctionne, voici son schéma. Nous consultons, soit de nos équipes, soit autour d'Hervé, des experts dans tous les sujets importants pour redresser la nation, et notamment l'écoute d'une société qui a changé, qui n'est plus une société verticale, jacobine, mais qui est une société horizontale, numérique. Et pour le gouvernement de laquelle société, il n'y a pas assez de réflexion dans ce pays pour dire comment aujourd'hui la politique se superpose à la mobilité des opinions et comment elle se hisse à un niveau de gouvernement qui a de l'autorité, c'est-à-dire du savoir-faire et de la modestie. Nous consultons ces experts, ensuite nous faisons des conventions auxquelles vous êtes tous cordialement invités, une fois par mois, puis des fiches vous ont été et vont vous être envoyées dans les fédérations départementales, et je vous en supplie, nous sommes à votre disposition pour compléter l'organisation des débats que vous voulez faire, parce que vous n'avez pas forcément le temps. Nous sommes à votre disposition, car il faut que vos départements ou régions débattent avec vous pour nous faire ensuite remonter ce projet, qui fera l'objet d'une synthèse, d'un débat politique de nos élus, et qui, enfin, sera à la base d'un projet dans lequel le candidat qui défendra les couleurs du centre fera son miel à sa propre personnalité. Une dernière chose enfin, et j'en ai terminé. Mesdames et messieurs, chers amis, vous n'êtes pas venus de toutes les régions et de la froidure française du jour pour faire ici le congrès des absents. C'est le congrès des présents. C'est le Conseil national extraordinaire du nouveau centre, de sa capacité à proposer, des textes pour se rassembler, mais de grâce, quelle que soit l'estime et le respect que j'ai pour les noms qui, depuis ce matin, ne cessent, jusqu'à mon plus grand agacement, d'être cités, ceux-là ne sont pas aujourd'hui dans notre réunion. Ils viendront le moment venu et nous les accueillerons avec respect, bonheur et ambition de travail. C'est aujourd'hui le congrès du nouveau centre. Son conseil extraordinaire a pour but de délivrer un mandat. Et c'est pourquoi je voudrais redire une chose assez simple. Vous avez élu, depuis sa fondation, régulièrement renouvelé un président. Il s'appelle Hervé Morin. Il a vocation jusqu'à plus ample étape, et je suis d'accord qu'il y aura à l'automne et même une révision en janvier ou février de nouvelles étapes. Il a vocation à être le porteur de notre projet. C'est autour de lui, ou bien en désaveu, s'il y avait des motions contraires, ce qui n'est pas le cas apparemment, que se fait le débat. D'autres étapes traiteront d'autres problèmes. Je vous répète que je vous remercie pour être venu aider le Conseil national des présents et non pas pour venir saluer dans l'espoir éventuel le congrès aujourd'hui tout à fait abstrait des absents. Merci à vous.